Le 14 novembre 1979, dans le quartier de Fives à Lille, Isabelle Fournier, 17 ans, sort de chez elle à 19h30. Elle porte son jean délavé, son pull rouge et son blouson en cuir marron. Elle doit garder les 2 enfants de la famille Moreau, rue Solferino, comme chaque mercredi soir depuis 3 mois. Le trajet dure 15 minutes à pied. Elle connaît le chemin par cœur. Elle ne reviendra jamais. La disparition d'Isabelle devient l'une des affaires les plus troublantes du Nord. Aucune trace, aucun témoin fiable, aucune demande de rançon. Les enquêteurs fouillent le canal de la Dule, interrogent les proches, passent au peigne fin les abords de la gare Lille-Flandre. Rien. Le dossier est classé sans suite en 1983. Isabelle Fournier est officiellement portée disparue. Ses parents meurent sans avoir obtenu de réponse. L'affaire tombe dans l'oubli. Puis, en janvier 2005, une femme se présente au commissariat central de Lille. Elle donne son nom, Isabelle Fournier. Elle dit avoir 43 ans. Elle affirme avoir disparu en 1979. Elle raconte une histoire que personne n'attendait plus. Une histoire qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Une histoire qui rouvre brutalement un dossier vieux de 26 ans. Avant de continuer, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs et créer cette connexion avec vous à travers toute la France et au-delà. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément à continuer de vous raconter ces affaires mystérieuses qui ont marqué notre pays. Maintenant, revenons à notre histoire. L'année 1979 marque Lille et la France entière. Le deuxième choc pétrolier frappe l'économie. La région du Nord connaît une crise industrielle sans précédent. Les usines ferment, le chômage explose. Dans ce contexte morose, les faits divers alimentent les conversations. Les disparitions inquiétantes se multiplient. Mais celle d'Isabelle Fournier reste différente. Elle disparaît sans raison apparente. Elle n'a aucun problème familial, aucune dette, aucun ennemi connu. Isabelle vit avec ses parents, Michel et Catherine Fournier, dans un petit appartement du quartier de Fives. Elle étudie en terminale au lycée Faidherbe. Elle rêve de devenir institutrice. Elle garde des enfants le soir pour financer ses études. Elle est décrite comme sérieuse, discrète, responsable. Elle ne sort jamais en boîte de nuit. Elle ne fréquente pas les milieux à risque. Elle mène une vie ordinaire. Une vie qui bascule ce mercredi 14 novembre. Ce soir-là, Nathalie Moreau attend Isabelle chez elle, rue Solferino. Elle doit garder ses 2 fils, Julien et Stéphane, âgés de 4 et 6 ans. Son mari Philippe travaille de nuit à l'usine Peugeot. Elle doit se rendre à un cours du soir à la faculté de droit. Isabelle est toujours ponctuelle. Elle arrive généralement à 19h45. Mais ce soir, elle ne vient pas. Nathalie attend jusqu'à 20h30. Elle téléphone chez les Fournier. Personne ne répond. Michel et Catherine Fournier rentrent chez eux vers 21h. Ils découvrent plusieurs messages sur leur répondeur. Nathalie Moreau, puis une amie d'Isabelle, Sylvie Vincent. Toutes 2 demandent où se trouve Isabelle. Michel Fournier ressent immédiatement l'angoisse monter. Sa fille ne disparaît jamais sans prévenir. Il contacte immédiatement la police. Les premières recherches débutent dans la nuit. Elles ne donnent rien. Le lendemain, l'enquête s'intensifie. Les gendarmes interrogent les voisins, les commerçants, les usagers des transports en commun. Un chauffeur de bus se souvient peut-être d'une jeune fille en pull rouge vers 19h30, mais il n'en est pas certain. Un épicier de la rue de Metz croit l'avoir vue passer devant sa boutique. Mais là encore, aucune certitude. Les témoignages restent flous. Isabelle semble s'être volatilisée entre son domicile et celui des Moreau. Une distance de seulement 1 km 200 mètres. L'enquête officielle commence le 15 novembre 1979. Le commissaire Patrick Richard, 48 ans, prend la direction des opérations.
Il dirige la brigade criminelle de Lille depuis 12 ans. Il a traité des dizaines d'affaires de disparition. Mais celle-ci le déroute immédiatement. Isabelle Fournier ne correspond à aucun profil habituel. Elle n'est pas fugueur. Elle n'a pas de petit ami secret. Elle ne consomme ni drogue ni alcool. Elle ne fréquente aucun groupe marginal. Patrick Richard interroge personnellement Michel et Catherine Fournier. Le père travaille comme comptable dans une entreprise de textile. La mère est secrétaire médicale. Ce sont des gens modestes, discrets, sans histoire. Leur fille unique représente tout pour eux. Ils affirment qu'Isabelle était heureuse. Elle parlait de son baccalauréat avec enthousiasme. Elle avait prévu de passer Noël chez sa grand-mère à Roubaix. Elle n'avait aucune raison de partir. Les enquêteurs fouillent la chambre d'Isabelle. Ils découvrent un environnement ordonné, des livres scolaires, des cahiers soigneusement tenus, une petite radio, quelques posters de chanteurs sur les murs, un journal intime. Patrick Richard le lit intégralement. Isabelle y note ses impressions sur ses cours, ses lectures, ses gardes d'enfants. Elle mentionne parfois Sylvie Vincent, sa meilleure amie. Elle évoque ses projets d'avenir. Elle ne fait jamais référence à une menace, une peur, un problème quelconque. L'inspecteur Serge Roux, adjoint de Patrick Richard, interroge Nathalie et Philippe Moreau. Le couple semble sincèrement inquiet. Nathalie décrit Isabelle comme une baby-sitter exemplaire. Ses enfants l'adorent. Elle arrive toujours à l'heure. Elle ne reçoit jamais de visite. Elle ne passe jamais de coups de téléphone personnel. Elle s'occupe des enfants avec sérieux. Philippe Moreau confirme ses propos. Il ajoute qu'il a croisé Isabelle plusieurs fois en rentrant du travail. Elle lui a toujours paru discrète et polie. Les gendarmes interrogent les élèves et les professeurs du lycée Faidherbe. Tous décrivent Isabelle comme une élève sérieuse et effacée. Elle ne participe pas aux fêtes lycéennes. Elle ne traîne pas dans les cafés. Elle rentre directement chez elle après les cours. Sylvie Vincent, sa meilleure amie, confirme cette description. Isabelle n'a aucun secret, aucun rendez-vous mystérieux, aucun admirateur insistant. Elle mène une vie simple et prévisible. Le 18 novembre, les recherches s'étendent au canal de la Deule. Des plongeurs de la gendarmerie explorent le fond sur plusieurs kilomètres. Ils ne trouvent rien. Les chiens policiers suivent des pistes dans le quartier de Fives. Elles s'interrompent toutes brutalement rue de Metz. Comme si Isabelle était montée dans un véhicule, mais personne n'a rien vu. Aucun témoin ne signale une voiture suspecte, aucune trace de lutte, aucun vêtement abandonné. Patrick Richard organise un appel à témoins dans la presse locale. Le portrait d'Isabelle Fournier paraît en une de La Voix du Nord. La brigade reçoit une centaine d'appels. Des gens affirment avoir vu une jeune fille en pull rouge. Certains la situent à la gare, d'autres près du parc de la Citadelle, d'autres encore à Roubaix. Toutes ces pistes sont vérifiées. Aucune ne mène quelque part. Les témoignages se contredisent. Les descriptions varient. L'enquête piétine. Le 25 novembre, un nouvel élément apparaît. Un commerçant de la rue Solferino contacte la police. Il se souvient d'avoir vu un homme rôder près de son magasin plusieurs soirs de suite, début novembre. Un homme d'une trentaine d'années, cheveux bruns, blouson sombre. Il restait garé dans une Peugeot 504 grise. Il observait les passants. Le commerçant n'y avait pas prêté attention sur le moment. Mais après la disparition d'Isabelle, ce détail lui revient en mémoire. Cette information relance l'enquête. Les gendarmes cherchent à identifier le propriétaire de cette Peugeot 504 grise. Ils consultent les fichiers. Ils interrogent les garagistes. Ils vérifient les immatriculations. Mais des centaines de véhicules de ce modèle circulent dans la région lilloise. Impossible de retrouver celui observé par le commerçant, d'autant que ce dernier n'a pas noté le numéro d'immatriculation. Il n'a vu l'homme que de loin. Il ne peut pas le décrire précisément. Décembre 1979 arrive. L'enquête entre dans une phase difficile. Les pistes se raréfient. Patrick Richard refuse pourtant d'abandonner. Il fait interroger tous les hommes du quartier possédant une Peugeot 504 grise.
Une vingtaine de personnes sont entendues. Tous fournissent des alibis vérifiables. Aucun n'a de casier judiciaire. Aucun ne correspond au signalement vague donné par le commerçant. Cette piste s'éteint progressivement. Michel et Catherine Fournier ne cessent de relancer la police. Ils placardent des affiches dans tout l'île. Ils contactent les médias. Ils proposent une récompense. Mais rien ne bouge. Isabelle reste introuvable. Noël arrive. La famille traverse les fêtes dans l'angoisse. La grand-mère d'Isabelle, Monique Martin, refuse de croire à une fugue. Elle connaît sa petite fille. Elle sait qu'Isabelle ne partirait jamais sans prévenir. Elle pense qu'un drame s'est produit. En janvier 1980, une nouvelle hypothèse émerge. Un inspecteur suggère qu'Isabelle aurait pu être victime d'un réseau de traite des êtres humains. À cette époque, plusieurs jeunes femmes disparaissent dans le nord de la France. Certaines réapparaissent des mois plus tard, traumatisées, dans d'autres villes. Elles ont été séquestrées, exploitées, puis relâchées. Patrick Richard explore cette possibilité. Il contacte ses homologues dans d'autres départements. Il consulte les fichiers d'Interpol. Cette enquête parallèle dure plusieurs semaines. Les gendarmes identifient effectivement un réseau opérant entre Lille, Bruxelles et Amsterdam. Plusieurs proxénètes sont interpellés. Mais aucun ne connaît Isabelle Fournier. Aucune jeune fille correspondant à son signalement n'a été repérée dans les réseaux de prostitution. Cette hypothèse est finalement écartée. Isabelle n'a pas été enlevée par des trafiquants. Elle a disparu pour une autre raison. En mars 1980, un nouveau témoignage relance brièvement l'affaire. Une femme prétend avoir vu Isabelle dans un train pour Paris en janvier. Elle affirme l'avoir reconnue grâce aux photos publiées dans les journaux. Isabelle était accompagnée d'un homme plus âgé, cheveux gris, costume sombre. Elle semblait nerveuse mais pas effrayée. La police parisienne est alertée. Des recherches sont menées dans plusieurs gares. Rien n'est trouvé. Le témoignage ne peut être confirmé. Il rejoint la longue liste des fausses pistes. Michel Fournier sombre progressivement dans la dépression. Il ne dort plus. Il ne mange plus. Il passe ses journées à chercher sa fille. Il parcourt les rues de Lille. Il interroge les sans-abri. Il visite les hôpitaux. Il consulte les registres des décès. Catherine Fournier tente de le soutenir. Mais elle aussi s'effondre. Le couple ne survit que grâce à l'espoir de retrouver Isabelle. Cet espoir s'amenuise chaque jour. En juin 1980, Patrick Richard est muté à Paris. Il confie le dossier à son successeur, l'inspecteur Alain Bernard. Ce dernier reprend l'enquête depuis le début. Il réinterroge les témoins. Il vérifie les alibis. Il explore de nouvelles pistes. Mais il se heurte aux mêmes obstacles. Isabelle Fournier semble avoir disparu dans le néant. Aucun élément nouveau n'apparaît. Le dossier stagne. Les mois passent, sans avancée. En septembre 1981, les parents d'Isabelle reçoivent une lettre anonyme. L'expéditeur prétend savoir ce qui est arrivé à leur fille. Il affirme qu'Isabelle a été enlevée par un homme qu'elle connaissait. Il suggère de chercher du côté de son lycée. Mais il ne donne aucun nom, aucun détail précis. Alain Bernard analyse la lettre. L'écriture est déguisée. Le papier est ordinaire. Impossible de remonter à l'auteur. Cette lettre pourrait être un canular cruel. Elle pourrait aussi contenir une part de vérité. Alain Bernard rouvre les auditions des professeurs et des élèves du lycée Faidherbe. Il cherche un homme qui aurait pu croiser Isabelle régulièrement. Un enseignant, un surveillant, un agent d'entretien. Il vérifie les antécédents de chacun. Il découvre qu'un professeur de mathématiques, Dominique Vincent, a été licencié en 1978 pour comportement inapproprié envers des élèves. Mais il a quitté l'île. Il vit désormais à Lyon. Il est interrogé par téléphone. Il nie toute implication. Son alibi pour le 14 novembre 1969 est vérifié. Il est blanchi. L'année 1982 commence sans nouveauté. L'affaire Fournier est devenue un dossier froid. Les enquêteurs continuent de recevoir des appels sporadiques.
Mais aucun ne débouche sur une piste sérieuse. Michel et Catherine Fournier refusent de baisser les bras. Ils organisent une marche silencieuse dans l'île. Plusieurs centaines de personnes participent. Les médias couvrent l'événement. L'affaire revient brièvement dans l'actualité, puis elle retombe dans l'oubli. En mai 1983, Alain Bernard prend une décision difficile. Il propose le classement sans suite du dossier. Aucune piste crédible ne subsiste. Aucun élément nouveau n'est apparu depuis 3 ans. Les moyens de la brigade sont limités. D'autres affaires urgentes réclament l'attention des enquêteurs. Le procureur accepte le classement. Michel et Catherine Fournier sont informés. Ils vivent cette décision comme un abandon, mais ils ne peuvent rien faire. Isabelle Fournier est officiellement portée disparue. Son nom rejoint la liste des personnes introuvables. Sa chambre reste intacte chez ses parents. Catherine refuse d'y toucher. Elle espère toujours qu'Isabelle reviendra. Michel, lui, perd progressivement cet espoir. Il se résigne peu à peu à l'idée que sa fille est morte. Mais sans corps, sans preuve, il ne peut pas faire son deuil. Il reste prisonnier de l'incertitude. Les années 80 défilent. Michel Fournier décède d'une crise cardiaque en 1987. Il avait 54 ans. Les médecins attribuent sa mort au stress et à la dépression accumulée depuis la disparition de sa fille. Catherine Fournier devient veuve. Elle vit seule dans l'appartement de Five. Elle continue d'espérer. Elle refuse de vider la chambre d'Isabelle. Elle allume une bougie chaque 14 novembre. Elle prie pour que sa fille revienne. En 1992, Catherine Fournier tombe gravement malade. Un cancer du poumon. Elle subit des traitements lourds. Sa santé décline rapidement. Elle confie à sa sœur, Brigitte Bertrand, qu'elle regrette de mourir sans savoir ce qui est arrivé à Isabelle. Elle demande qu'on ne ferme jamais le dossier. Elle veut que la vérité éclate un jour. Brigitte lui promet de continuer les recherches. Catherine Fournier décède en janvier 1993. Elle avait 60 ans. Brigitte Bertrand hérite de l'appartement des Fournier. Elle le conserve tel quel pendant plusieurs années. Elle ne touche pas à la chambre d'Isabelle. Elle garde tous les documents liés à l'enquête. Elle contacte régulièrement la police pour demander si du nouveau existe. Mais rien ne vient. L'affaire reste classée. Les anciens enquêteurs sont partis à la retraite. Les nouveaux ne connaissent même pas le nom d'Isabelle Fournier. Les années 2000 arrivent. L'affaire a maintenant plus de 20 ans. Brigitte Bertrand vieillit. Elle pense de moins en moins à sa nièce disparue. Elle finit par vendre l'appartement en 2004. Elle conserve quelques affaires personnelles d'Isabelle. Des photos, des cahiers, le journal intime. Elle range tout dans un carton qu'elle entrepose dans son grenier. Elle se résigne. Isabelle ne reviendra jamais. Le mystère restera irrésolu. Puis, le 12 janvier 2005, un événement improbable se produit. Une femme entre au commissariat central de Lille, boulevard de la Liberté. Elle s'adresse à l'agent d'accueil, Bruno Morel. Elle dit s'appeler Isabelle Fournier. Elle affirme avoir 43 ans. Elle explique qu'elle a disparu en novembre 1979. Elle veut voir un enquêteur. Bruno Morel pense d'abord à une confusion ou à une farce. Mais la femme insiste. Elle donne des détails précis. Son ancienne adresse. Les noms de ses parents. La date exacte de sa disparition. Bruno Morel contacte son supérieur, le commissaire Thierry André. Ce dernier consulte les archives. Il retrouve effectivement un dossier au nom d'Isabelle Fournier, classé sans suite en 1983. Il décide de recevoir la femme. Elle entre dans son bureau. Elle mesure environ 1,65 m. Elle a les cheveux châtains coupés courts. Elle porte un jean et un pull sombre. Elle semble nerveuse, mais déterminée. Elle s'assoit et elle commence à raconter son histoire. Isabelle Fournier raconte qu'elle a été enlevée le 14 novembre 1979. Elle marchait rue de Metz quand une voiture s'est arrêtée à sa hauteur. Un homme en est descendu. Il lui a demandé son chemin.
Elle s'est approchée pour l'aider. Il l'a saisie brutalement. Il l'a forcée à monter dans le véhicule. Un second homme conduisait. Ils ont roulé pendant des heures. Elle a crié. Personne ne l'a entendue. Ils l'ont emmenée loin de l'île. Elle décrit une maison isolée en campagne. Elle ne sait pas où exactement. Peut-être en Belgique, peut-être dans le nord de la France. Elle a été enfermée dans une cave. Pendant des semaines, des mois, elle a perdu la notion du temps. Les hommes lui apportaient de la nourriture. Ils ne la frappaient pas. Ils ne la violaient pas. Ils voulaient autre chose. Ils voulaient qu'elle devienne quelqu'un d'autre, qu'elle oublie son ancienne vie. Thierry André écoute sans l'interrompre. Il prend des notes. Il observe le langage corporel d'Isabelle. Elle semble sincère, mais son récit paraît étrange. Pourquoi l'enlever sans la violer ni demander de rançon? Pourquoi la garder enfermée? Isabelle continue. Elle explique que les hommes lui ont fait subir un lavage de cerveau. Ils lui répétaient qu'elle n'avait plus de famille, que personne ne la cherchait, qu'elle devait accepter sa nouvelle existence. Au bout d'un an environ, les hommes l'ont transférée dans une autre maison, plus grande, plus confortable. Ils lui ont donné de nouveaux papiers, une nouvelle identité. Elle s'appelait désormais Valérie François. Elle avait 20 ans. Elle était orpheline. Ils l'ont obligée à travailler dans une petite entreprise de couture. Elle cousait des vêtements toute la journée. Elle vivait avec d'autres jeunes femmes, toutes dans la même situation, toutes enlevées, toutes manipulées. Isabelle affirme avoir vécu ainsi pendant 25 ans. Elle travaillait, elle dormait, elle mangeait. Elle n'avait aucune liberté. Elle était surveillée en permanence. Elle ne pouvait pas s'échapper. Les hommes la menaçaient. Ils disaient qu'il tuerait sa famille si elle tentait quoi que ce soit. Elle les croyait. Elle avait peur. Elle a fini par se résigner. Elle a oublié progressivement qui elle était vraiment. Puis, en décembre 2004, quelque chose a changé. L'un des hommes qui la surveillait est mort subitement. Une crise cardiaque. Les autres hommes ont paniqué. L'organisation s'est désorganisée. Les surveillances se sont relâchées. Isabelle a compris qu'elle avait une opportunité. Elle a préparé son évasion. Elle a volé de l'argent. Elle a récupéré ses anciens papiers qu'elle avait cachés. Elle a attendu le bon moment. Le 8 janvier 2005, elle s'est enfuie. Elle a quitté la maison pendant la nuit. Elle a marché jusqu'à une gare. Elle a pris un train. Elle ne savait pas où aller. Elle a choisi Lille, sa ville natale. Elle espérait retrouver ses parents. Elle voulait leur dire qu'elle était vivante. Elle est arrivée à Lille le 10 janvier. Elle a cherché l'adresse de ses parents, l'appartement de Five, mais d'autres personnes y habitaient maintenant. Elle a demandé aux voisins. Ils ne connaissaient pas les Fournier. Elle a compris que beaucoup de temps avait passé. Elle ne savait pas combien exactement. Elle pensait avoir disparu 4 ou 5 ans, peut-être 10, pas 26. Cette révélation l'a bouleversée. Elle a erré dans l'île pendant 2 jours. Elle ne savait pas quoi faire. Puis elle a décidé de venir au commissariat, de raconter ce qui lui était arrivé, d'espérer qu'on la croirait. Thierry André termine de noter le témoignage. Il demande à Isabelle si elle peut décrire les hommes qui l'ont enlevée. Elle donne des signalements vagues. L'un était grand, brun, la quarantaine en 1979. L'autre plus petit, blond, la trentaine. Elle ne connaît pas leur nom. Elle ne sait pas où se trouve la maison. Elle n'a jamais vu l'extérieur pendant le jour. Elle ne peut donner aucune indication géographique précise. Thierry André note ces informations, mais il reste sceptique. Thierry André décide de vérifier l'identité de la femme. Il demande une prise d'empreinte digitale. Isabelle Fournier accepte. Les empreintes sont envoyées au fichier national. La réponse arrive le lendemain. Elles correspondent à celles d'Isabelle Fournier, enregistrées en 1979 lors de l'enquête. La femme dit la vérité sur son identité. Elle est bien Isabelle Fournier, disparue 26 ans plus tôt, réapparue miraculeusement. Cette confirmation déclenche une tempête médiatique. Les journaux nationaux s'emparent de l'affaire. La télévision vient interviewer Isabelle.
Elle raconte son histoire devant les caméras. Le public est partagé. Certains la croient, d'autres la soupçonnent d'inventer son récit. Les experts en traumatologie expliquent que les victimes d'enlèvements prolongés peuvent effectivement perdre la notion du temps, mais 25 ans d'emprisonnement sans violence, cela semble improbable. Thierry André lance une enquête approfondie. Il interroge Isabelle pendant des jours, il lui pose des centaines de questions, il vérifie chaque détail de son récit, il recherche des incohérences, il trouve certaines contradictions. Isabelle ne se souvient pas clairement de certaines périodes. Elle mélange des événements. Elle donne des descriptions floues. Mais Thierry André sait que les traumatismes peuvent affecter la mémoire. Il ne peut pas conclure qu'elle ment. Les enquêteurs cherchent la maison où Isabelle prétend avoir été retenue. Ils ratissent la région lilloise. Ils explorent la frontière belge. Ils contactent les autorités belges. Ils vérifient les propriétés isolées. Ils interrogent les habitants des zones rurales. Personne n'a entendu parler d'une entreprise de couture clandestine. Personne n'a vu de jeunes femmes séquestrées. Aucune trace de l'organisation décrite par Isabelle. Brigitte Bertrand, la tante d'Isabelle, est contactée par la police. Elle se rend immédiatement à Lille. Elle rencontre sa nièce au commissariat. Les retrouvailles sont émouvantes. Brigitte pleure, Isabelle aussi. Elle s'étreigne longuement. Brigitte confirme que cette femme est bien sa nièce. Elle reconnaît ses traits, sa voix, certaines expressions. Mais Isabelle a changé. Elle semble absente, distante, comme si une partie d'elle-même était restée prisonnière. Les jours suivants, Isabelle est suivie par des psychologues. Ils évaluent son état mental. Ils concluent qu'elle souffre de stress post-traumatique sévère, qu'elle présente des signes de dissociation, que son récit pourrait être en partie reconstruit par son esprit pour combler des vides. Mais ils ne peuvent pas affirmer qu'elle ment. Elle croit sincèrement à son histoire. Elle ne montre aucun signe de manipulation consciente. L'enquête se poursuit pendant plusieurs mois. Les gendarmes explorent toutes les pistes. Ils recherchent les hommes décrits par Isabelle. Ils consultent les fichiers de personnes disparues. Ils cherchent d'autres victimes potentielles, mais rien ne correspond. Aucune autre jeune femme n'a signalé un enlèvement similaire dans la région. Aucun réseau de ce type n'a été identifié. Le récit d'Isabelle reste invérifiable. En juin 2005, Thierry André rédige un rapport final. Il conclut qu'Isabelle Fournier est bien la personne disparue en 1979, que son retour est authentique, mais que les circonstances exactes de sa disparition et de sa captivité ne peuvent être établies avec certitude, que son témoignage contient probablement des éléments de vérité mélangés à des reconstructions mémorielles, que l'enquête ne peut progresser davantage sans nouveaux éléments. Le dossier reste ouvert, mais aucune arrestation n'est effectuée. Isabelle Fournier tente de reconstruire sa vie. Brigitte Bertrand l'accueille chez elle à Roubaix. Elle lui donne le carton contenant ses affaires d'adolescente. Isabelle les découvre avec émotion. Elle retrouve son journal intime, ses photos de lycée, ses cahiers de cours. Elle pleure en les feuilletant. Elle réalise l'ampleur du temps perdu. Elle comprend que ses parents sont morts sans savoir qu'elle était vivante. Cette douleur la hante. Les mois passent. Isabelle suit une thérapie intensive. Elle essaie de se réadapter à la vie normale. Mais c'est difficile. Elle a passé plus de temps prisonnière que libre. Elle ne connaît pas le monde moderne, Internet, les téléphones portables, l'euro. Tout lui semble étranger. Elle vit comme une étrangère dans son propre pays. Brigitte l'aide du mieux qu'elle peut, mais le fossé reste immense. L'affaire Isabelle Fournier reste aujourd'hui l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle française. Une disparition inexpliquée en 1979, un retour inattendu en 2005, un récit invérifiable, des zones d'ombre persistantes. Isabelle vit désormais discrètement dans le Nord. Elle refuse les interviews. Elle veut tourner la page. Mais les questions demeurent. A-t-elle vraiment été enlevée pendant 25 ans? Ou s'est-il passé autre chose?
Certains enquêteurs pensent qu'Isabelle a fugué en 1979 pour des raisons inconnues. Qu'elle a vécu une autre vie sous une fausse identité, qu'elle a inventé l'histoire de l'enlèvement pour justifier son absence. D'autres croient à sa version. Ils pensent qu'un réseau criminel l'a effectivement séquestrée, que les preuves ont disparu avec le temps, que la vérité ne sera jamais établie. Le débat reste ouvert. Ce qui est certain, c'est qu'Isabelle Fournier a perdu 26 années de sa vie, que ses parents sont morts sans la revoir, que le mystère de sa disparition ne sera probablement jamais élucidé. L'affaire a été classée définitivement en 2007, faute d'éléments nouveaux. Mais le dossier existe toujours, quelque part dans les archives de la police lilloise, attendant qu'un jour, peut-être, la vérité émerge enfin. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'Isabelle dit la vérité? Ou croyez-vous à une autre explication? Partagez vos théories. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres affaires mystérieuses qui ont marqué la France. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle enquête.